Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers amis de l'UNPI. Merci, malgré la chaleur de cette fin de printemps, de suivre les informations de l'UNPI Val-de-Loire. Ce soir encore, comme depuis plus de 6 mois, c'est sans présence physique que se déroule cette réunion. Je sais que de nombreux adhérents ne maîtrisent pas ou maîtrisent mal les outils leur permettant d'assister ou de participer à nos réunions, à nos webinaires, puisqu'il faut utiliser le terme, même si en français ça ne me satisfait pas. Je tiens donc à vous féliciter pour votre modernité, vous tous qui êtes connectés. Petit rappel des réunions précédentes que vous pouvez retrouver à l'heure et au jour qui vous convient en vous connectant sur notre site www.valdeloireunpi.org. Vous allez ensuite dans la rubrique Actualité de la Chambre et vous pouvez choisir d'écouter nos conférences passées. Vous pouvez également les écouter sur notre page Facebook UNPI Val-de-Loire. Alors, nous avons réalisé à ce jour 4 webinaires, dont 3 sont enregistrés. Le premier sur les locations meublées, le second sur la fiscalité du patrimoine et le troisième sur les baux commerciaux. Petit rappel en ce qui concerne notre prochaine réunion. C'est le 29 juin à 18h15 que cette réunion aura lieu. Son thème est double, c'est les nouveaux DPE et les conséquences pour les propriétaires. Ces nouveaux DPE, vous le savez, sont applicables au 1er juillet 2021. Et c'est d'autre part la présentation d'Artemis. Artemis, c'est la plateforme dédiée aux aides en matière d'amélioration de l'habitat en général et particulièrement de rénovation énergétique d'autre part, plateforme de la ville de Tours et plus exactement de la métropole de Tours. Donc une double présentation le 29 juin à 18h15. Ce soir, eh bien, ce soir, c'est l'allocation, préoccupation principale des adhérents de l'UNPI, avec les garanties et les précautions à prendre et avec la gestion du contentieux. Cette première partie de la réunion sera traitée par maître Julien Berbigier, avocat au cabinet Walter et Garance. À la fin de son intervention, vous pourrez poser vos questions, soit en levant la main en utilisant le petit sigle et les 3 petits points qui sont sur votre écran. Vous appuyez sur les 3 petits points et vous avez là la possibilité de lever la main, soit en posant oralement votre question directement en demandant à Delphine de vous donner la parole. La deuxième partie de notre réunion de ce soir, ce sont les nouvelles dispositions de Visal. Vous savez que depuis la création de Visal, l'UNPI Val-de-Loire promeut cette solution qui lui semble tout à fait favorable à la solution de difficultés de logement pour des personnes à revenus modestes, avec des garanties importantes pour les propriétaires. Madame Violaine Tout-le-Monde, qui est la déléguée régionale de Visal, va vous présenter ces nouvelles interventions possibles par l'intermédiaire de Visal et vous rappeler naturellement comment tout cela fonctionne et quels sont les avantages que vous pouvez en tirer. Voilà, je voulais juste vous dire qu'en ce milieu d'année 2021 et avec les difficultés que nous rencontrons pour communiquer avec vous, je tiens à remercier tout particulièrement Julien Berbigier qui en est à son 3e webinaire avec nous et qui mérite de ce fait une médaille. Je suis sûr que vous saurez tous lui apporter votre soutien pour son dévouement à la cause de la défense de la propriété privée et des bailleurs privés. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Naturellement, vous pourrez, à la fin de l'intervention de Madame Violaine Tout-le-Monde, poser vos questions en ce qui concerne Vidal. Elle y répondra avec, j'en suis sûr, la plus grande professionnalisation possible.
Très bonne soirée à tous. Julien Berbiger, à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre soutien. Je suis ravi d'être parmi vous encore ce soir. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il m'a été demandé d'intervenir en première partie, effectivement, de manière assez synthétique, sur un sujet qui nous concerne, un sujet récurrent, un sujet sensible, c'est vrai, les garanties que l'on peut demander dans le cadre de la signature d'un contrat de location, c'est-à-dire le cautionnement. Puisque le cautionnement, c'est quand même effectivement un sujet qui revient assez souvent sur la table, et notamment sur la table d'un juge. Donc, il est toujours intéressant de faire le point sur le régime juridique applicable, et puis surtout vous donner quelques astuces pour ne pas avoir de difficultés dans vos propres locations et vos propres dossiers. Alors, quelques mots en guise d'introduction, simplement pour rappeler que le cautionnement, comme le contrat de location principal, eh bien, avant, c'était une certaine liberté pour le propriétaire bailleur. Il n'y avait pas réellement de règles. Et bien évidemment, aujourd'hui, il y en a. Il y a un formalisme qui est quand même à respecter et il y a des règles qu'il faut connaître. Ça a commencé bien évidemment avec quelques réformes ces dernières années et ça a terminé avec la dernière d'entre elles, c'est la loi Elan en 2018, qui a là encore modifié un petit peu les choses, mais cette fois-ci un peu plus favorablement s'agissant du cautionnement. Vous en avez entendu parler. Dans le cadre de l'UNPI, on en a parlé beaucoup, puisque la loi Elan a supprimé cette fameuse mention manuscrite qui nous posait vraiment difficulté et a allégé un petit peu les choses. Donc on va en parler ce soir. Simplement, en guise d'introduction toujours, ce qu'il faut rappeler, c'est que le régime du cautionnement est applicable bien évidemment aux locations nues que vous pouvez signer, mais est applicable aussi aux locations meublées, puisque les meublés font partie de la loi de 89 depuis maintenant quelques temps. C'est applicable également aux colocations et c'est applicable aux baux mobilité, les fameux nouveaux contrats dont on a déjà parlé lors de précédentes réunions. Alors, mon propos sera bref. Je parlerai du champ d'application du cautionnement, la manière avec laquelle on constitue son dossier, le formalisme qu'il faut respecter, la date du cautionnement, sa durée et puis bien évidemment ses effets. Alors, s'agissant de son champ d'application, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. La loi pose le principe du cautionnement et ses modalités dans l'article 22-1. Tout de suite, lorsque l'on lit cet article, on voit qu'il y a des hypothèses dans lesquelles le cautionnement est interdit. Donc on va en parler tout de suite. La première hypothèse où le cautionnement est interdit, c'est l'hypothèse où le propriétaire bailleur dispose déjà d'une assurance. Si vous avez une assurance, le cautionnement est interdit. Alors, assurance est à prendre au sens large, parce que tout de suite, on pense à la garantie des loyers impayés, mais pas que, puisque la loi Allure en 2014 a élargi vraiment à tout type d'assurance, ce qui signifie que si vous avez une GLI, si vous avez une garantie bancaire, si vous avez une garantie à première demande, vous n'avez pas la possibilité de cumuler ces assurances avec en plus un cautionnement. L'exception qui est prévue par la loi, c'est l'hypothèse où vous donnez en location à un étudiant ou un apprenti. En dehors de ces exceptions-là, le cumul est interdit. La conséquence est que si vous le faites, le cautionnement est nul et le législateur considère que l'assurance doit rester valable et vous ne pouvez compter que sur elle. Alors ça, c'est bien évidemment ce que le législateur souhaite. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que ça peut quand même poser difficulté parce que quand vous régularisez une garantie loyer impayé, vous avez bien évidemment des conditions générales et des conditions particulières. Vérifiez bien que dans vos conditions, vous n'avez pas une clause d'exclusion de votre garantie dans l'hypothèse où vous avez un cautionnement. Parce que là, dans ces cas-là, vous pourriez avoir une vraie difficulté devant un juge et vous retrouver sans le cautionnement et sans la GLI, ce qui est quand même un peu délicat. Bien évidemment, cette règle du non-cumul vaut pour cautionnement et assurance. Il n'y a pas de difficulté pour avoir de votre côté plusieurs cautionnements. Vous pouvez cumuler plusieurs cautionnements. C'est tout à fait licite. Ça, c'est la première interdiction. Pas de cumul entre cautionnement et assurance. La deuxième interdiction, on y pense assez peu et pourtant elle existe, c'est qu'une personnalité morale, une société,
n'a pas la possibilité de cumuler un cautionnement et une assurance, sauf si, là c'est une société civile familiale, là vous en avez la possibilité, et là encore, sauf si vous donnez en location à un étudiant qui ne bénéficie pas de bourse de l'enseignement supérieur. C'est ce que la loi prévoit. Ou si la caution est en réalité une caution à vocation sociale, alors on pense naturellement au 1% logement ou on pense au FSL. Mais sinon, si vous ne remplissez pas les conditions et que vous êtes une société hors des conditions posées par la loi, normalement, vous n'avez pas la possibilité de solliciter également ce cautionnement. Bon, en dehors de ces cas spécifiques, le cautionnement est bien évidemment permis. Petite précision qui est donnée également par l'article 22-1, vous n'avez pas la possibilité de refuser une caution sous prétexte que celle-ci n'est pas de nationalité française ou ne demeurerait pas sur le territoire national. C'est un point qui ne concerne pas tout le monde, mais je le dis puisque le législateur fait toujours très attention aux discriminations, et donc là, il y en a une. Il y a des règles anti-discrimination concernant le locataire, et bien sachez que c'est la même chose pour la caution. Voilà. S'agissant de la constitution du dossier, quelques rappels. Bien évidemment, il vous faut un acte de caution par garant. Vous n'avez pas la possibilité de faire signer 2 ou 3 garants avec un seul acte de caution, parce que chaque caution doit remplir un acte, doit le signer, et si vous ne le faites pas, c'est une cause de nullité. Donc faites attention à ce point. S'agissant ensuite des pièces que vous pouvez demander à la caution, les règles sont posées là encore par la loi de 89. Initialement, le système était que la loi prévoyait des pièces qui étaient interdites. Vous n'aviez pas la possibilité de demander certaines pièces, je pense notamment aux photographies de la caution, à la carte d'assuré social, au relevé bancaire. Bon. Aujourd'hui, avec les dernières réformes, le système s'est inversé. Ce n'est pas qu'il y a une liste de pièces interdites, c'est que la loi pose aujourd'hui une liste de pièces autorisées. Donc, vous ne pouvez demander que ces pièces et aucune autre. Si vous en demandez d'autres, ça peut effectivement faire l'objet d'une sanction, et la sanction est prévue par la loi. C'est une amende. 3 000 € pour les personnes physiques, 15 000 € pour les personnes morales. Sachez que cette sanction a une prescription. Si il y a un délai d'1 an qui court entre les faits et le jour où cela vous est reproché, s'il y a plus d'1 an, les faits sont prescrits, vous ne risquez plus d'amende. Mais c'est quand même suffisamment important pour vous le rappeler ce soir. Une chose également qu'il faut avoir à l'esprit lorsque vous constituez votre dossier, il faut que votre caution, votre ou vos cautions, disposent d'un exemplaire du contrat de location. Ça, c'est une condition impérative sous peine de nullité de l'engagement de caution. La question qui s'était posée était la suivante. Est-ce qu'il était possible de remettre à la caution un exemplaire du bail, même si celui-ci n'est pas signé? Alors là, il y a un débat jurisprudentiel. Sachez que la jurisprudence dominante vise à considérer que vous avez la possibilité, par exemple, de donner un projet de contrat de location à votre caution lorsqu'elle signe son engagement, mais que l'engagement de caution peut donc être signé avant de régulariser le bail principal. C'est tout à fait possible, s'agissant de la chronologie. Mais n'oubliez pas, en tous les cas, de transmettre un exemplaire, le but étant simple. Il faut que la caution puisse avoir une connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement. Cela signifie qu'il faut que la caution sache le montant du loyer, la durée du contrat, les éventuels renouvellements, l'indexation, voilà, les principales données financières. Une fois que vous avez un candidat et une fois que votre dossier est constitué, quel est le formalisme? Avant la loi Elan de 2018 qu'on a évoquée en préambule, vous aviez effectivement cette fameuse mention manuscrite qui faisait pratiquement une page ou deux, qui était très fastidieuse et qui était source d'insécurité pour le propriétaire bailleur, parce que s'il manquait des mots, s'il y avait des erreurs, si effectivement il y avait des irrégularités sur l'identité de la personne ayant apposé la mention ou la signature, il y avait une cause de nullité qui, devant le juge, peut effectivement poser problème.
Aujourd'hui, depuis la loi Elan, les choses sont beaucoup plus simples. Il n'y a plus cette mention manuscrite lourde. En revanche, ce que le législateur demande aujourd'hui, c'est tout simplement un acte de caution au terme duquel, tout de même, la caution prend connaissance et reconnaît avoir connaissance du montant du loyer, reconnaît avoir connaissance des conditions de la révision du loyer, a connaissance de l'étendue de son engagement, et il y a juste un aléa de l'article 22-1 qu'il faut reproduire dans l'acte de caution. C'est tout, entre guillemets. Bon, c'est quand même mieux que ce que nous avions avant la loi Elan. Sachez tout de même qu'en matière de formalisme, si jamais vous avez un dossier contentieux et que vous allez devant un juge, la caution peut bien évidemment soutenir l'existence d'une irrégularité, mais sachez que le juge peut aussi le faire d'office si jamais il ou elle considère qu'il y a une irrégularité dans votre dossier, et ce, même si la caution n'est ni présente ni représentée à l'audience. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement que l'acte de caution soit suffisamment clair dans la nature et l'étendue de l'engagement de la personne qui s'engage, que ce soit bien la bonne personne qui ait rempli cet acte, qui l'ait daté et qui l'ait signé. Une fois que vous avez votre acte de caution, au niveau de la date et la durée de l'engagement. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, au niveau de la date, on s'était posé la question de savoir si un acte de caution peut être antérieur au bail principal. On l'a évoqué à l'instant. Bon, la jurisprudence est certes un peu divisée, mais la jurisprudence dominante répond par l'affirmative. On a la possibilité d'avoir un engagement de caution signé avant le bail principal, ce qui en pratique d'ailleurs peut se comprendre parce que l'acte le plus important, c'est le bail. Et en règle générale, on veut être certain d'avoir un garant avant de signer l'acte le plus important. Bon. Donc ça, c'est tout à fait possible. S'agissant de la durée, il y a des cautionnements qui peuvent être à durée déterminée et il y a des cautionnements qui peuvent être à durée indéterminée. La durée déterminée, c'est celle, bien évidemment, qui est prévue. Acte de cautionnement qui dure 3 ans, ou alors acte de cautionnement qui dure 3 ans plus un premier renouvellement, ou 3 ans plus les 2 premiers renouvellements pour le locataire principal. Ça, c'est une durée déterminée. Et si vous avez une durée déterminée, l'acte de caution est valable pendant toute cette durée, sans que la caution puisse résilier son engagement. Donc, vous êtes protégé pendant cette durée d'engagement. Deuxième possibilité, vous avez un engagement indéterminé. Indéterminé, ça veut dire que soit il n'y a pas de période particulière stipulée dans votre acte, soit c'est ambigu, c'est-à-dire, là, il y a beaucoup de jurisprudence en la matière, c'est-à-dire, par exemple, une mention au terme de laquelle l'engagement de caution vaut pour la durée du bail plus les renouvellements éventuels. Les renouvellements éventuels, on ne sait pas si c'est 1, 2 ou 3 renouvellements, c'est indéterminé. Quelle est la conséquence du caractère indéterminé ? La conséquence est que la caution peut résilier cette fois-ci son engagement de caution. Le seul point qui vous protège tout de même est que si la caution peut résilier son engagement dans ces cas-là à tout moment, il n'empêche que son engagement en tant que caution durera le temps du contrat principal. Donc, lorsqu'il y aura un renouvellement, le cautionnement ne sera plus effectif, mais au moins pour la durée qui est en cours principale, vous serez couvert. Petite précision, que se passe-t-il s'agissant de la durée du cautionnement si vous êtes amené à vendre ou à acquérir un bien immobilier donné en location dans le cadre duquel il y a un engagement de caution? S'il y a une cession, l'engagement de caution perdure. Ce n'est pas parce qu'il y a une cession que l'engagement de caution s'arrête. La raison étant là encore assez simple, et en jurisprudence, on a eu de nombreuses décisions qui ont été rendues, dont un arrêt de principe de la Cour de cassation en 2004. La raison est que la personne qui se porte caution en considération de l'identité du locataire, et non pas en considération de l'identité du propriétaire bailleur. Donc si effectivement vous avez une cession, ça n'affecte pas la durée de l'engagement de caution. Petite chose également, en matière de prescription. Votre engagement de caution, si celui-ci a une quelconque irrégularité, la caution peut l'attaquer, au besoin en justice. Mais il y a un délai de prescription
qui est le délai de prescription de droit commun de 5 ans. Ce qui signifie que, exemple type, si vous signez un acte de caution en 2015 et que en 2021, la caution vous assigne pour attaquer cet engagement, c'est à plus de 5 ans, donc l'action sera déclarée irrecevable comme étant prescrite. Voilà en ce qui concerne le formalisme, la date et la durée de l'engagement. Reste un dernier point en ce qui concerne les effets de l'acte de caution. Alors, les effets sont relativement simples. Là, je rappelle des principes généraux. À partir du moment où vous avez une caution qui a régularisé un acte, la caution va être tenue de vous régler tout ce que le débiteur principal, c'est-à-dire le locataire, ne règle pas, à savoir les loyers, les charges et bien évidemment les dégradations locatives à la sortie s'il y en a. Bon, en règle générale, il faut que votre acte de caution soit suffisamment large pour couvrir toutes les natures de dettes que votre locataire pourrait avoir à votre égard. Je précise ce point, c'est très important. Je pense notamment aux indemnités d'occupation. Lorsque vous avez un contentieux, lorsque vous avez une expulsion, une libération des lieux, il est assez fréquent que le juge, lorsqu'il prononce l'expulsion, condamne votre locataire à une indemnité d'occupation à votre profit tant que les lieux ne sont pas totalement libérés. L'indemnité d'occupation n'est pas un loyer, ce n'est pas la même chose. Donc, juridiquement parlant, il faut faire attention parce que si vous ne précisez pas indemnité d'occupation également dans l'acte de caution, la caution n'est pas garant de ces indemnités d'occupation. Pourquoi? Parce que, c'est ce que les juges nous expliquent, le loyer tire sa source du bail, l'indemnité d'occupation tire sa source de la loi. Donc c'est deux choses différentes. C'est pour ça que, pour éviter d'avoir une couverture sur les loyers, les charges et les éventuelles dégradations, mais pas sur l'indemnité d'occupation, veillez bien à préciser dans vos actes de cautionnement que la caution s'engage aussi à vous régler les indemnités d'occupation si le locataire principal ne le fait pas. Ça, c'est important. Dans le cadre des effets, qu'est-ce que cela signifie également? Cela signifie également que si vous faites une procédure contre votre locataire, il va falloir y inclure la caution. Ce qui signifie, si vous envoyez une mise en demeure de paiement quand vous êtes au stade précontentieux à votre locataire, n'oubliez pas de mettre en demeure aussi la caution, en disant à la caution que si le locataire ne règle pas, ce sera à la caution de le faire. Si vous passez par un huissier pour signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, n'oubliez pas de donner à l'huissier l'acte de caution et de demander à l'huissier de dénoncer le commandement à la caution. C'est une condition impérative pour que ensuite, lorsque vous allez devant le juge, vous puissiez demander le constat du jeu de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire, la condamnation du locataire, mais aussi la condamnation de la caution, pour que vous ayez bien évidemment des condamnations solidaires. Petite précision, j'y pense, dans le cadre des contentieux et de l'effet du cautionnement, puisque là, je vous ai donné les effets principaux, on va dire, pour toutes les locations. Je pense à une petite spécificité qu'il ne faut pas oublier, c'est celle de la colocation, qui est effectivement posée à l'article 8-1 de la loi. Quand vous avez une colocation, la loi précise des effets particuliers s'agissant du cautionnement. Quand vous êtes en colocation, vous avez donc plusieurs locataires. Il faut aujourd'hui que l'acte de caution, lorsqu'une personne veut être garant, cet acte doit préciser l'identité du colocataire qui va être garanti. Donc, c'est un cautionnement qui va être individuel. La question se pose de la survie de cette caution lorsque le colocataire s'en va. Ça, c'est effectivement aujourd'hui la loi qui vous donne la solution. Si le colocataire donne congé et lorsqu'il quitte les lieux, il y a un nouveau colocataire qui rentre, la caution s'arrête au jour de la libération des lieux. Si jamais le colocataire donne congé, mais que personne de nouveau rentre dans les lieux, là, dans ces cas-là, ce que vous dit la loi, c'est que le cautionnement va durer jusqu'à l'expiration du préavis, plus 6 mois. Donc, vous aurez une période en plus de couverture. En revanche, passé ces 6 mois, le cautionnement expire et vous ne serez plus garanti par la caution qui se trouve libérée. Si jamais en colocation, vous avez une caution qui se porte garant pour 2 personnes ou 3 personnes,
tant mieux pour vous, puisque dans ces cas-là, elle reste tenue. Mais si c'est simplement une personne, eh bien là, on retombe sur les règles que je viens de vous indiquer. Voilà, un dernier mot, j'en aurais terminé sur cette synthèse, juste pour vous dire qu'effectivement, le cautionnement est très important. Enfin, les garanties, d'une manière générale, sont très importantes, mais le cautionnement est important parce que en contentieux, il faut, quand vous avez un cautionnement, le mobiliser pour obtenir la condamnation solidaire de la caution. Bien souvent, et c'est d'ailleurs pour cela que le cautionnement a été établi, bien souvent, la caution est plus solvable que le locataire. Bien souvent, si le locataire fait un dossier de surendettement, la caution n'est pas forcément surendettée. Donc, c'est la garantie qui vous permet à terme d'être payé. C'est pour ça qu'il ne faut pas la négliger. Voilà, c'est une présentation très synthétique, mais si vous avez des questions, je suis naturellement à votre disposition. Alors, donc pour les questions, vous avez deux moyens. Soit vous cliquez sur le petit émoticône, le smiley, en levant la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Soit si vous souhaitez poser une question par écrit, vous pouvez le faire via le chat, via le système de conversation. C'est la petite bulle que vous retrouvez sur votre écran ou sur votre barre d'outils. Alors. Juste un mot, remercier Julien Berbizier de son intervention. Il vous a parlé des baux et du formalisme. Je voulais juste rajouter qu'à partir du 22 juin 2021, l'UNPI Val-de-Loire, via une boutique en ligne, pourra céder à ses adhérents, et uniquement à ses adhérents, des baux et des états des lieux et des cautionnements numériques, avec une garantie de la signature. Donc, notez-le, à partir du 22 juin, cela sera disponible dans notre boutique en ligne. Je voulais juste rajouter ce que j'ai dit au début de ce webinaire, c'est-à-dire que je sollicitais tous les participants pour qu'ils coupent leur caméra. Un certain nombre d'entre vous ne l'ont pas fait. Nous assistons à un striptease. C'est un peu gênant dans le cadre de l'enregistrement de notre conférence. La personne qui est mise sur sa caméra sera vue par tous les gens qui voudront revoir cette conférence. Donc, si vous pouvez couper votre caméra en bas à gauche de votre appareil, cela éviterait ces inconvénients qui me semblent majeurs. A priori, il n'y a pas de questions. Bonjour, je peux poser une question? Vous m'entendez? Oui. 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 Je voudrais vous précisiez tout à l'heure, vous avez mentionné, alors je ne sais pas si j'ai mal compris, qu'on ne pouvait pas refuser une caution qui a été établie à l'étranger. Oui, c'est tout à fait exact. Comment on fait pour faire des recours sur quelqu'un qui n'est pas établi? Alors, dans un pays d'Europe, on doit peut-être encore trouver une solution, mais qui est établi hors France, hors Europe. Comment on peut faire des recours pour quelqu'un qui est établi à l'étranger? C'est cela votre question? Oui, qui sera établi hors. Dans l'Union européenne, on a certainement des procédures, mais faire des recours contre une caution, pour une caution, entamer une procédure avec une caution qui n'est pas établie en Europe, ça se passe comment? Alors là, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de faire la même procédure que pour quelqu'un qui est sur le territoire national. La seule chose que cela change, c'est la délivrance et la signification des actes par l'intermédiaire de l'huissier qui va devoir travailler un peu plus parce que l'huissier va devoir signifier à l'étranger. Donc, si vous avez une adresse à l'étranger, ça ne vous empêche absolument pas d'assigner, ça ne vous empêche absolument pas d'avoir une décision de justice. En revanche, l'huissier va devoir faire ce que l'on appelle une voie diplomatique, c'est-à-dire faire signifier dans un pays étranger l'assignation que vous allez faire délivrer et la décision de justice que vous allez obtenir. J'ajoute une chose, l'huissier va devoir également vous demander des frais complémentaires de traduction. Puisque si vous avez quelqu'un qui est effectivement de nationalité étrangère et qui est sur un sol étranger,
c'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas la même langue et donc vous allez devoir traduire les documents. Mais une décision de justice peut bien évidemment être appliquée sur le sol étranger, entre guillemets. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, mais c'est possible. Donc, c'est des coûts supplémentaires et Oui. donc, Ce sont des coûts supplémentaires, évidemment, dont vous demandez le remboursement. Et on n'a pas le droit de le refuser. Vous n'avez pas le droit de le refuser. D'accord. Alors, de vous à moi, je mets tout de même un bémol. Il est extrêmement rare qu'on ait des dossiers où des personnes se prévalent d'une cause de discrimination et souhaitent agir à cause de cela. Hein. Moi, en tous les cas, dans mon activité professionnelle, je n'ai jamais connu un dossier de ce type-là. Donc, les pourcentages de possibilités pour que cette situation arrive sont... D'accord. Ok, merci. Alors, une question par écrit. J'ai prévu sur le bail la signature des cautions. Est-ce légal? Oui, tout à fait. D'autres questions? A priori, il n'y a pas d'autres questions. Nous allons donc passer à la deuxième partie de cette réunion et remercier naturellement Maître Berbigier pour son intervention et demander à Madame Tout-le-Monde de prendre le relais. Merci à vous. Bonjour à tous, merci. Violaine Tout-le-Monde, je travaille chez Action Logement. Je suis responsable de la garantie Visal sur la région Centre-Val de Loire et je vais donc vous présenter ce dispositif. Qu'est-ce que c'est Visal? C'est Visa pour le logement et l'emploi. C'est donc une garantie qui est mise en place par Action Logement, garantie locative gagnant-gagnant. On est parti du constat il y a 5 ans qu'il y avait beaucoup de freins d'accès au logement, beaucoup d'embauches se font en contrat précaire, pour 85% sont des CDD, des missions courtes. Les bailleurs, vous le savez, sont très sélectifs, de plus en plus exigeants, ça se comprend. Beaucoup d'entrées dans le parc privé, la plupart des gens, plus de la moitié, ont moins de 30 ans. La caution personne physique, dont on vient de parler d'ailleurs, elle est parfois fastidieuse à constituer, parfois moins solide, plus aléatoire, compliquée à mettre en œuvre. Et voilà, Action Logement, donc acteur incontournable du logement social aujourd'hui en France, a décidé d'aider le parc privé et faire que le logement ne soit plus un frein à l'emploi. Elle a voulu aussi accompagner la prise d'autonomie des jeunes, l'insertion, les mobilités professionnelles. Et nous avons voulu donc faciliter l'accès au logement pour le candidat locataire et surtout prémunir le propriétaire contre les éventuels risques locatifs. Donc voilà, depuis 2016, la garantie Visal qui a été mise en place, plus de 450 000 ménages sont aujourd'hui logés en France grâce à Visal. Sur notre région Centre-Val de Loire, ça représente 17 800 personnes, 6 600 en Indre-et-Loire, 1 120 en Loire-et-Cher. La plupart des contrats, vous le voyez sur la région, là, 36% de ces contrats ont été souscrits par des bailleurs privés. Quand ce ne sont pas des bailleurs privés, on est d'accord, ça peut être des bailleurs sociaux, des structures collectives et des administrateurs de biens. Donc, les bailleurs privés sont un public tout à fait concerné par Visal. Les locataires, eux, vous voyez, à 93%, ils ont moins de 30 ans. Donc, on s'adresse vraiment en grande majorité à des jeunes. 89% de ces locataires couverts par Visal vivent seuls, d'accord? Ils ont un loyer moyen de 523 €. Donc, ça vous donne une idée de cette cible. Il y a eu un petit sondage de fait et on voit que 95% des bailleurs usagers sont tout à fait satisfaits du dispositif et même 73% des locataires garantis ont pu recommander Visal à leur entourage. Donc, c'est des chiffres qui est des notions importantes. Alors, qu'est-ce que c'est cette garantie? Elle est clé en main. Déjà, elle est très simple et vous allez voir qu'elle est 100% dématérialisée. Tout se fait depuis votre écran d'ordinateur. Elle est 100% gratuite, aucun frais, ni pour le candidat locataire, ni pour le bailleur.
C'est une garantie qui est fiable et qui est certifiée par Action Logement. Action Logement, je vous le rappelle, hein, c'est anciennement le 1% logement. On vit grâce aux cotisations des entreprises du secteur privé qui nous versent donc cette cotisation tous les ans. Et c'est un budget qui nous sert à aider les salariés dans tous leurs projets logement. Et depuis quelques années, beaucoup de produits Visal, de produits Action Logement, ont été ouverts à un public plus large que simplement les salariés. C'est le cas de Visal, où c'est un produit en droit ouvert. Qu'est-ce qu'on fait avec cette garantie Visal? En fait, on va vous garantir les loyers et les charges impayées pendant toute la durée d'occupation du bail et on prendra en charge jusqu'à 36 mensualités impayées. 9 mensualités dans le parc social et dans les structures collectives. Mais pour ce qui nous concerne, le parc privé, on va couvrir jusqu'à 36 mois impayés, si c'est le cas. Cette prise en charge, vous le verrez, elle se fait sans franchise ni carence. Dès que l'impayé dépasse un mois de loyer, c'est là que vous allez le déclarer et qu'on prendra en charge jusqu'au depuis le premier jour de l'impayé. Toutes les démarches de recouvrement sont faites par un réseau de professionnels, bien sûr, qui est engagé par Action et financé. Ça veut dire que dès qu'on vous indemnise, vous nous donnez la main pour que ce soit nous qui fassions toutes ces démarches envers votre locataire pour récupérer les fonds. Votre locataire devient débiteur en dette d'Action Logement de Visal. Ce qui est vraiment bien, depuis février 2019, avec Visal, il y a eu des améliorations. On va prendre en charge les dégradations locatives. Si votre locataire part avec quelques dégradations, on pourra vous indemniser jusqu'à l'équivalent de 2 mois de loyer et charges, en complément du dépôt de garantie. On va le détailler plus tard. Cette caution Visal, elle est exclusive de toute autre garantie. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas utiliser un garant, une caution privée et Visal. Vous ne pouvez pas utiliser une garantie loyer impayé, assurance et Visal. Il faut choisir. C'est l'un ou l'autre. D'accord? Alors, quel est le public qui va être concerné par Visal? Qui peut être couvert par Visal dans le parc privé? On est d'accord, parc privé, bail conforme à la loi de juillet 89, les logements non conventionnés. Alors, retenez bien que ce sont tous les jeunes de 18 à 30 ans inclus. Donc, il faut qu'ils soient majeurs. Tous les jeunes, quel que soit leur statut. Ils peuvent être salariés, intérimaires, fonctionnaires, demandeurs d'emploi, étudiants, alternants. Tous, entre 18 et la veille des 31 ans, sont éligibles à Visal et donc sont couverts. Dès qu'on a plus de 31 ans, il faut qu'il y ait un lien avec l'emploi. Tout nouveau, depuis la semaine dernière, Visal va pouvoir couvrir les salariés d'entreprises du secteur privé agricole avec des revenus mensuels modestes, c'est-à-dire inférieurs à 1 500 € net. C'est tout nouveau. Vous allez d'ailleurs avoir une grosse campagne de communication. Vous l'entendrez probablement là dans les semaines qui viennent. Donc, une personne un candidat locataire qui a 35 ans, qui est en CDI et qui gagne 1 450 € net, eh bien oui, il est éligible à Visal et vous pourrez souscrire un contrat pour lui. D'accord ? Également, les critères qui existaient depuis toujours, les salariés d'entreprise nouvellement embauchés. Il faut qu'il y ait un lien récent avec l'emploi. Quelqu'un qui a un CDI, il a une promesse d'embauche, ou bien il est en période d'essai de son CDI, ou quelqu'un qui aurait un CDD de courte période. Tous ces gens-là, tant que c'est tout nouveau, tout proche, on peut couvrir avec Visal. Dès que la personne sera en CDI confirmé, c'est fini, il ne sera plus éligible à Visal. D'accord? Donc, vraiment retenir Visal pour les plus de 31 ans quand c'est un lien récent avec l'emploi. Évidemment, tous ceux qui sont en mission temporaire, en intérimaire, les salariés également qui sont en mutation professionnelle. Je déménage d'un département à l'autre, j'ai beau avoir 55 ans et gagner 10 000 €, je peux être couvert par Visal parce que je suis en mutation. Également, les gens qui seraient signataires d'un bail mobilité. Donc, voilà ce public qui est éligible à Visal, qui pourra vous présenter un visa et avec lequel vous pourrez souscrire un contrat de location. Alors, ce contrat, justement, comment ça se passe, ce contrat Visal? Il y a 2 étapes et elles sont vraiment importantes. Dans un premier temps, c'est le locataire qui fait la démarche pour aller demander un visa.
Et dans un deuxième temps, ce sera vous, bailleur, qui irez souscrire le contrat. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce candidat locataire? Il va créer son espace personnel sur visal.fr, il va renseigner son identité et selon sa situation, on va lui demander de joindre des justificatifs. S'il est étudiant, il va tout simplement nous joindre une pièce d'identité et sa carte d'étudiant. S'il est travailleur intérimaire, on va lui demander son contrat de mission d'intérim et une pièce d'identité. Voilà. Sous 48 heures, Visal lui délivrera un visa certifié. Ce sera la preuve qu'Action Logement se porte garant pour lui. L'avantage pour ce candidat locataire, eh bien, cette garantie, elle est gratuite. En quelques clics, son accès au logement est facilité et il a un dossier bien plus solide à présenter à son bailleur. C'est plus simple et plus rapide à mettre en place que la caution parentale puisqu'il se débrouille par lui-même en quelques minutes pour obtenir. Pas la peine de déranger les parents, de leur demander leur avis d'imposition, leur feuille de salaire, etc. Le parent reste en dehors de tout ça et le candidat locataire se débrouille tout seul. Il est couvert par Action Logement, ça veut dire que c'est Action Logement qui a étudié son dossier et qui accepte de se porter garant pour lui. Une fois qu'il y a ça, vous pouvez l'accepter les yeux fermés. Vous savez qu'il y a eu un aval d'Action Logement et vous serez couvert. Tous les étudiants et les alternants, ils sont un peu chouchoutés avec Visal, c'est-à-dire qu'on va se porter garant pour eux pour un loyer allant jusqu'à 600 € sans qu'ils aient à nous justifier de leurs ressources. D'accord ? Donc, étudiants alternants, Visal se porte garant pour eux pour un loyer jusqu'à 600 €, même s'ils n'ont pas de ressources. Alors, une chose importante qu'il faut que vous notiez, c'est que lorsque vous logez un ménage, 2 personnes, il suffit que l'un des deux soit éligible à Visal pour que le ménage entier soit éligible. Ces 2 personnes, elles peuvent être colocataires, ça peut être 2 copains en colocation, ça peut être des gens mariés, des concubins, des pacsés, peu importe. Il suffit que l'un des deux puisse être éligible à Visal, le ménage complet est couvert. D'accord ? Sur ce visa que vous aurez, il faut bien que les noms qui sont mentionnés soient bien les mêmes que sur le bail que vous signerez plus tard. Très, très important, qu'il y ait vraiment les mêmes noms mentionnés sur le visa et sur le futur bail. En bas à droite, il y a un petit film qui durera 1 minute que vous regarderez. L'UNPI vous enverra la présentation et ça explique concrètement comment le locataire peut faire sa demande. Donc voilà ce candidat locataire qui fait sa demande de visa. Sur la diapo suivante, vous allez voir à quoi il ressemble ce visa. C'est un document au format A4. Il est nominatif. Il contient un numéro unique, visa numéro V suivi de 11 chiffres. Il contient la date, la durée de validité, puisque vous savez que pour les étudiants et les alternants, ce visa sera valable 6 mois. Pour les autres publics, 3 mois. Donc ça veut dire qu'il faut que la personne puisse signer un bail dans la durée de validité du visa. Donc, un étudiant qui ferait sa demande aujourd'hui, le visa sera valable pendant 6 mois. Il a le temps de trouver son logement en juillet, en août, en septembre. Il le présentera au bailleur. Ça fonctionne. Sur ce visa, également noté le plafond de loyer pour lequel Action Logement accepte de se porter garant. Je vous rappelle, étudiant alternant, maximum 600 €. Par contre, pour tous les autres publics, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer le montant? Eh bien, on regarde les ressources qui ont été déclarées. Et on va aller jusqu'à 50% des ressources déclarées. On n'est pas dans les critères classiques de 1/3. En général, on demande à ce que le candidat locataire gagne 3 fois plus que le montant du loyer. Ici, avec Visal, le locataire peut gagner jusqu'à 2 fois le montant du loyer. Donc, vous voyez, on s'adresse vraiment à un public qui peut avoir des revenus peut-être un peu plus faibles et on est là derrière pour le couvrir au moindre risque d'impayé. Le but, c'est de vous rassurer, vous, propriétaire. D'accord? Donc voilà. Alors, vous, propriétaire, maintenant, votre candidat vous présente ce fameux visa, ce document papier. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller créer votre compte sur le site visal.fr. Vous allez la petite catégorie mettre à jour mes données personnelles. Vous allez rentrer voilà, votre identité. Vous allez pouvoir répondre à une question, comment est-ce que vous avez connu Visal? Et bien là, vous allez pouvoir répondre par l'UNPI 37. Vous rentrez tout simplement l'UNPI 37. Ça nous permet, nous, de savoir tous les gens qui sont venus nous voir grâce à cet excellent partenariat que nous avons avec l'UNPI 37. Vous allez pouvoir obtenir le contrat Visal en quelques minutes. Vous n'aurez aucune pièce à fournir. Les seuls éléments que vous allez rentrer sur votre ordinateur, c'est le numéro du visa que vous a présenté votre candidat locataire, son nom
tel qu'il est mentionné sur le visa, et bien sûr les coordonnées du logement pour lequel vous allez demander la garantie. L'adresse du logement, le montant du loyer, le montant des charges, c'est tout. La date de signature du bail et la date d'entrée dans les lieux, c'est tout. Immédiatement, l'outil informatique va vous présenter un projet de contrat que vous allez regarder et signer de façon électronique. Immédiatement, ça va générer un PDF. Ce PDF, c'est la preuve comme quoi vous êtes bien couvert au moindre risque d'impayé. Ce PDF, vous allez pouvoir le conserver dans votre ordinateur, l'imprimer, etc. Et sur votre bail de location que vous allez signer par la suite, au niveau du chapitre cautionnement, vous allez noter contrat Visal, numéro A suivi des 11 chiffres. C'est tout. Donc, vous voyez, les avantages pour vous, c'est gratuit, c'est fiable, c'est sûr, puisque c'est Action Logement qui est derrière, qui a étudié l'éligibilité du locataire. Vous ne portez plus du tout la responsabilité d'apprécier la solvabilité de votre locataire. C'est nous qui l'avons fait. Et vous êtes couvert pendant toute la durée du bail. En quelques minutes, voilà. Évidemment, en cas d'impayé, il y aura un paiement très rapide. Je vais l'expliquer dans les diapositives suivantes. Le petit tuto que vous regarderez très sur une chose, ce contrat de cautionnement, il faut le demander avant la signature du bail. Donc faites-le dans l'idéal avant la signature du bail. Si jamais vous avez oublié, vous avez jusqu'à 10 jours pour le faire. D'accord ? Voilà. Comment ça se passe le jour où il y a un impayé? Puisque tout ça, évidemment, c'est pour au cas où il y a un impayé. La gestion, elle va être vraiment simplifiée et réactive. Vous allez faire votre primo-déclaration, donc la première déclaration d'impayé, dès que ça dépasse un mois de loyer quittancé. D'accord? Ça vous demande une certaine rigueur. Votre locataire n'a pas payé au mois de mai, vous lui envoyez un petit courrier, etc. Au mois de juin, il n'a toujours pas payé. Et bien là, vous faites un recommandé et vous allez déclarer sur le site visal.fr entre début juin et début juillet. Vous avez 30 jours dès que l'impayé dépasse un mois de loyer quittancé. Donc ça, c'est hyper important. Sinon, on risque de vous appliquer une déchéance en vous disant il est trop tard. Donc soyez très rigoureux. À partir du moment où vous nous avez fait cette déclaration, Action Logement va étudier le dossier et vous serez pris en charge sans franchise ni carence. Donc, dans mon exemple, dès début mai. Hein, d'accord ? Donc, important de respecter les délais. C'est à ce moment-là qu'on va vous demander de joindre toutes les pièces pour nous montrer que vous êtes bien propriétaire des lieux, nous donner votre RIB et nous donner le bail. Le paiement, il est rapide et il est mensuel. Contrairement à une assurance loyer impayé, contrairement à un garant privé où parfois c'est compliqué de courir après l'argent, avec Visal, vous êtes assuré de recevoir les fonds tous les mois. Et bien sûr, après, je vous l'ai dit, on mène et on prend en charge la totalité des actions de recouvrement et de résiliation de bail. Contrairement à une caution classique, l'engagement de la procédure de résiliation, elle est facilitée, elle est plus rapide. Pour vous, c'est sans stress, c'est sans contrainte et c'est sans coût. Vous nous avez donné la main, c'est nous qui faisons tout, c'est notre métier, voilà. Dès cette première demande de mise en jeu, il y a un commandement de payer qui est systématiquement adressé à votre locataire pour le mettre face à son engagement. Hein. On lui a bien expliqué qu'on se porte garant pour lui, mais on ne paye pas le loyer à sa place. Il va falloir qu'il nous rembourse. On lui propose de rembourser de différentes façons via son espace Visal. Il peut aussi nous faire une proposition de plan d'appurement en nous disant je vais payer tant, tel mois, etc. On est un organisme social, donc on est plutôt ouvert à l'échange, à la discussion, mais on a besoin que le candidat nous montre, que le locataire nous montre qu'il est bien décidé à rembourser. Et sinon, eh ben, on active les procédures suivantes, c'est-à-dire qu'on envoie l'huissier et c'est assigné en justice. Et ça ira jusqu'à l'expulsion. Je vous rappelle que vous êtes indemnisé pendant 36 mois. On a largement le temps de faire expulser le candidat dans les 36 mois. Donc, vous serez toujours indemnisé. À tout moment, vous allez pouvoir suivre nos procédures et l'état d'avancement. Vous allez voir où on en est et vous pourrez même dialoguer avec nos collègues. Ce petit tuto, vous le regarderez, c'est un petit film de 3-4 minutes. Alors là, je vous ai mis tout simplement des copies écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, que vous soyez familiarisé avec l'outil informatique. On déclare l'impayé dès que ça dépasse un mois de loyer. Je vous ai mis un petit exemple concret avec les dates. Vous choisirez sur votre espace Visal, vous allez voir apparaître tous les contrats que vous avez souscrits. Vous choisissez le contrat concerné et tout au bout, il y a un petit bouton Action avec un menu déroulant. Déclarer l'impayé. Vous arrivez sur un tableau
avec tout simplement plusieurs lignes, une colonne débit, crédit. Et donc, vous notez, mois de mai, loyer, charge quittancée, 350 €, c'est le loyer que vous n'avez pas eu. La ligne sous, si jamais vous avez reçu des aides de la CAF, eh bien, vous mettez mois de mai, crédit, 150 € la CAF. Et tout ça va venir se corriger. Et en bas, vous aurez le montant de la dette globale que vous allez nous déclarer. Alors, après, eh bien, on va vous demander de joindre des pièces pour justifier tout ça. Donc, ça va être joindre votre IBAN, ça va être sur la diapo suivante. Vous allez joindre votre IBAN, vous allez joindre le bail. C'est là où on va bien vérifier que le visa que vous aviez au départ mentionne bien les mêmes personnes que celles que vous avez dans le bail. Hein. J'insiste là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous demande d'autre? Vous voyez listé les cabis, donc quand c'est une personne morale, pièce d'identité, bien sûr. La taxe foncière pour nous justifier que vous êtes bien propriétaire. Et puis, bien sûr, la copie du recommandé, l'accusé de réception du recommandé que vous aurez envoyé à votre locataire. Tout ça va être étudié, analysé par Action Logement. Et dans un délai de 15 jours maximum, vous allez recevoir un message comme quoi, OK, voilà la quittance subrogative, c'est la diapo suivante. C'est un document officiel que vous allez nous signer, comme quoi vous nous autorisez à vous indemniser et à prendre en charge toutes les démarches de recouvrement envers votre candidat locataire. D'accord? Donc, vous voyez, si accord bailleur avec la quittance, vous la validez, vous avez 30 jours pour la valider, mais autant la valider le plus vite possible, puisque quelques jours après, l'argent sera versé sur votre compte. Voilà, donc vraiment simple. À tout moment, vous allez pouvoir vous reconnecter sur votre compte et nous déclarer un nouvel impayé, une régularisation, un changement de situation, un départ du locataire, etc. Donc, c'est l'actualisation du compte. C'est important de nous dire aussi si la personne a repris le paiement de son loyer ou si, au contraire, elle est toujours en dette, etc. Donc, vous répondez à tout ça. Il faut y aller tous les mois, tant qu'il y a des impayés, bien sûr. Hein. Et si tout est revenu dans l'ordre, on vous demandera d'aller actualiser tous les trimestres pour quand même nous donner des nouvelles de ce locataire, puisque vous vous rappelez, on a des actions, nous, pour récupérer les fonds à son encontre. Voilà. À tout moment, vous pourrez également nous verser un trop-perçu. Si jamais la CAF vous reverse ou si votre locataire décide finalement de venir vous payer en espèces ou autre, vous rétrocéderez à Visal par carte bleue, par virement, etc. Et puis bien sûr, en cas de départ de votre locataire, il faut nous le signaler. Il faut nous le signaler. Et pourquoi? Parce que c'est de l'argent qu'on provisionne, évidemment. Hein. Donc vous imaginez bien que pour nous, c'est important de clôturer le dossier et de pouvoir à nouveau se porter garant pour d'autres personnes. Donc, n'oublierez pas. Le suivi du recouvrement, voilà, hein, donc vous irez dans votre dossier, bouton action, menu déroulant, suivi du recouvrement, et vous avez la liste de toutes les actions qu'on a fait avec la date. Vous avez un petit onglet également messagerie sur lequel vous pouvez dialoguer avec les gestionnaires de Visal. Donc vraiment, tout se fait de manière dématérialisée, c'est important. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil informatique, si vous avez besoin de conseils, eh bien, à l'UNPI, évidemment, ils peuvent vous aider. Vous aurez également à la fin de la présentation mes coordonnées où je pourrai, si besoin, également vous aider. J'ai parlé des dégradations locatives également. Un tout petit mot là-dessus. Comment ça se passe? Vous avez 60 jours calendaires pour déclarer les dégradations locatives hein, suite à la récupération du logement. Cette prise en charge se fait toujours sur visal.fr. De façon séparée de la déclaration des éventuels impayés. Et on vous demandera bien sûr de nous fournir l'état des lieux de sortie pour le comparer à l'état des lieux d'entrée. Vous nous fournirez également les devis. Voilà, tout ça. Hein. Donc, dans les 60 jours, vous téléchargez toutes les pièces exigées, vous validez afin d'être indemnisé. Alors, ces dégradations locatives, je vous ai dit, on pouvait couvrir jusqu'à 2 mois de loyer charge en complément du dépôt de garantie. Ça veut dire que vous vous servez d'abord sur le dépôt de garantie et ensuite, si le montant est plus important, ça va être la diapo suivante, on ira couvrir. D'accord? Donc, un exemple concret, loyer charge 500 €, il y a des frais de dégradation 1800 €. Vous utilisez d'abord votre dépôt de garantie 500 € et nous, on vous versera 2 fois 500 €, c'est-à-dire 1000 €. Donc, en tout, vous voyez, vous aurez 1500 € couverts, il restera un petit peu à votre charge. Si, par exemple, les frais de dégradation sont faibles, ils sont que de 400 €, là, vous utilisez votre dépôt de garantie, on n'indemnisera rien du tout. Hein, donc, comprenez bien, on vient au-delà du dépôt de garantie. Sont couverts, eh c'est assez classique, hein, tous les frais de remise en état du logement. On ne va pas prendre en charge, par exemple, les frais de ménage ou la vétusté classique. Voilà. Et puis, s'il y a un impayé le dernier mois,
plus des dégradations locatives, l'impayé n'est pas constitué puisque je vous ai dit qu'il fallait déclarer dès que ça faisait plus qu'un mois de loyer. Donc, vous utiliserez le dépôt de garantie pour prendre en charge l'impayé du dernier mois et nous prendrons en charge les dégradations locatives. Voilà. Tout ça, les dégradations locatives, ça existe depuis le mois de février 2019. Les tout premiers contrats Visale, avant février 19, n'avaient pas cette option, on va dire, enfin cette particularité. Voilà. Alors, la diapo suivante, vous allez avoir tout simplement les coordonnées du site visale.fr, une hotline que vous pouvez appeler. Vous avez également les agences Action Logement qui peuvent vous renseigner. Donc, mes collègues à l'accueil, par exemple à Tours, à Blois, je vous ai mis les numéros. À Tours, on est à Place Michelet. À Blois, on est dans les locaux de la Chambre de commerce. Vous avez également ensuite mes coordonnées avec mon téléphone portable, mon adresse mail. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à demander des conseils à l'UNPI Val-de-Loire qui sont tout à fait disposés à vous répondre ou sinon font le relais avec moi si c'est nécessaire. Vraiment, cette garantie Visale, vous verrez sur ma dernière diapo, les commentaires, eh bien, c'est simple, c'est facile à utiliser. Vous n'êtes plus obligé de vérifier que le locataire soit solvable, c'est nous qui l'avons fait pour vous. C'est facile d'utilisation, voilà. Je vous rappelle que 95% des bailleurs qui ont utilisé sont satisfaits de ce dispositif. Ça fonctionne, c'est Action Logement qui est là derrière. On est soutenu, bien sûr, par les partenaires sociaux et par l'État. Vous verrez notre ministère du Logement qui fera sûrement des interventions pour à nouveau appuyer Visale. Donc, allez-y en toute sécurité. C'est facile à mettre en place, ça ne coûte rien et c'est fiable. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez quelques questions? Je serais ravie d'y répondre. Alors, il y a des questions. Merci, Madame tout le monde. Et permettez-moi, de vous poser deux questions. Oui. La première, vous nous avez parlé de la garantie donnée à un locataire quand il y a une colocation ou un couple qui prend la location. La garantie reste acquise même si celui qui a permis l'obtention de Visale part du logement. Oui, alors très bonne question. Effectivement, celui qui est éligible à Visale a fait la demande de visa en tant que demandeur principal. Il aura bien noté qu'il a un co-demandeur, son conjoint, son mari, son pacsé, son copain. D'accord? Ils sont bien tous les deux sur le visa qui vous a servi à souscrire un contrat. À partir du moment où l'un des deux s'en va, celui qui reste sera couvert si il n'y a pas d'avenant au bail. Si le bail reste exactement le même. D'accord? Et même si celui qui s'en va, c'est celui qui était à l'origine du visa, celui qui reste en logement sera couvert tant qu'il n'y a pas d'avenant au bail. Dès que vous faites un avenant au bail, eh bien, l'avenant fait que ce n'est plus exactement comme ce qui était sur le visa de départ et donc ça clôture la garantie Visale. Est-ce que je suis claire là-dessus? Merci. Oui, tout à fait. Deuxième question. Mon locataire bénéficie de l'aide de la CAF. Oui. Chaque mois, je reçois une partie du loyer en provenance de la CAF. Le locataire cesse de payer sa propre part. À partir de quel moment la garantie Visale joue-t-elle? C'est-à-dire, faut-il qu'il y ait un mois complet d'impayé ou suffit-il que le locataire n'ait pas payé sa part, sa quote-part, sur un mois? Alors, il faut déclarer les impayés à partir du moment où ça dépasse un mois de loyer quittancé. Le loyer quittancé, on est d'accord, c'est la part du locataire. D'accord. D'accord? Donc, il va peut-être falloir attendre 2-3 mois avant que tout ce que vous doit le locataire corresponde à un loyer complet. D'accord. Exemple. C'était ça ma question. Eh bien oui. On ne peut pas des mois de la part du locataire impayé mettre en œuvre la garantie. Il faut attendre que la totalité de la somme due par le locataire à titre personnel soit équivalente à un mois de loyer. Exactement. Donc, ça peut parfois vous pouvez être obligé d'attendre 2-3 mois pour que tous ces petits manques à ce que vous n'avez pas reçu de la part du locataire fassent l'équivalent d'un mois complet. Tout à fait. Merci beaucoup.
Alors, on va prendre d'abord les questions par écrit. Alors, est-ce que la garantie, c'est le loyer ou le loyer plus la provision sur charge? Loyer plus charge. Tout à fait. Alors, là, et après, en fin d'année, quand vous faites ou en cours d'année, quand il y a une régularisation de charge, vous pouvez la mentionner, hein, la rajouter en tant qu'impayé. Hein. Tout à fait. alors là, du coup, vous avez répondu après. Quelle est la durée de la garantie par la garantie Visale? Est-ce la durée du bail? Toute la durée du bail. Si le premier impayé survient au bout de 4 ans, vous irez le déclarer au bout de 4 ans. Il n'y a pas de souci. Alors, cette garantie ne dispense pas de demander un dépôt de garantie au locataire. C'est deux choses différentes. Attention, la garantie Visale, Action Logement, se porte garant pour votre candidat, tout comme un de ses parents se serait porté garant ou une assurance privée. Ça ne vous empêche pas, et d'ailleurs c'est obligatoire, il me semble, hein, de demander un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, le mois de loyer que vous gardez sous la main en cas de problème. Ce sont deux choses différentes et complémentaires. Alors, là, il y a une question mais qui, je pense, ne concerne pas vraiment la garantie Visale. Mon locataire souhaite garder le logement après la fin du bail. Comment renouveler le contrat de bail? Alors, il veut rester dans le logement après la fin du bail. Ben, il faut refaire un nouveau bail. Et dans ce cas-là, il faut qu'il redemande un nouveau visa, selon la situation dans laquelle il est à ce moment-là. Et le propriétaire souscrira un nouveau contrat. Est-il possible d'insérer le dispositif Visale en cours de bail? Non, absolument pas. Il faut que la demande de contrat Visale soit faite avant la signature du bail ou, petite tolérance, jusqu'à 10 jours après. D'accord? Donc, après, il sera trop tard. Hein, vous ne pourrez pas le faire. Il faut vraiment le faire donc avec vos nouveaux candidats locataires. Est-ce que les dégradations dans les parties communes comme la cage d'escalier et les couloirs sont prises en compte par la garantie? Alors, est-ce que c'est marqué dans le bail? Est-ce que dans le bail, ça fait partie de… Je ne pense pas. Vous me posez une colle là. Partie commune. Je ne sais pas. J'ai un doute. J'ai un vrai doute. Tout dépend ce qui est mentionné dans le bail. Bah, de toute façon, le bail des parties communes, déjà, il y a le problème de la preuve. Avoir la preuve que c'est bien cette personne-là qui est à l'origine des dégradations en plus. Bah oui. Donc, ça me paraît compliqué quand même. Hein. Il y a différents paramètres. Ça me paraît très compliqué. Alors, qu'arrive-t-il lorsque le locataire atteint ses 31 ans? Alors, on est bien d'accord qu'Action Logement a des livres certifiés à l'instant T. Ce visa est valable pendant 3 mois ou 6 mois pour les étudiants et l'alternant. C'est pendant cette durée-là qu'il faut souscrire un bail, qu'il faut trouver le logement et que le bailleur souscrive le bail. Après, tout ce qui se passera, peu importe, une fois que le contrat est souscrit, que le bail est signé, le candidat reste dans le logement, il n'y a pas de souci, aucun souci. Hein, d'accord ? Il faut juste qu'il soit bien dans les conditions au moment où il demande son visa et avant donc de signer le bail. Alors là, on a déjà répondu à la question. Comment renouveler Visale après la fin du bail car mon locataire souhaite conserver le logement? Donc, s'il y a un nouveau bail, vous refaites un nouveau bail. Voilà, un nouveau bail, un nouveau visa. Exactement. Donc, le candidat refait une nouvelle demande de visa et vous souscrivez un nouveau contrat Visale et vous signez un nouveau bail. Alors, on va passer aux questions orales. Madame Boidron-Jamais, si vous voulez allumer votre micro pour poser votre question oralement, s'il vous plaît. Madame Boidron-Jamais, vous m'entendez? Delphine, j'en profite pour poser une question concernant ces locataires qui souhaiteraient rester dans les lieux après la fin du bail. Madame Tout-le-Monde, si j'ai bien compris, votre garantie est donnée pour la durée du bail, mais elle est également valable pour son renouvellement. Ah oui, bien sûr. Donc la réponse à donner aux propriétaires à qui les locataires disent on souhaite rester dans le logement, c'est simplement de laisser le bail se reconduire par tacite reconduction. Oui, c'est une continuité du bail et dans ce cas-là, le contrat Visale continue.
Il ne Oui, faut tout pas à fait. faire un nouveau bail et une nouvelle demande, il suffit de laisser le bail continuer au-delà de son échéance initiale par tacite reconduction. Sauf si c'est de Alors, dans ce l'allocation cas-là, oui. meublée étudiante, 9 mois. Ah oui, tout à fait. Voilà. Dans ce cas-là, il faut refaire. Autre question, alors donc complément de question par rapport aux dégradations dans les parties communes, si cela figure dans l'état des lieux et que les dégâts ont été reconnus par le locataire lors du déménagement, en l'occurrence il s'agit d'un enfoncement de la cloison. Alors là, je pense que ce serait pris en charge. Il me semble que oui, dans un cas comme ça, oui. Alors, je veux bien, si c'est une question bien particulière, je veux bien que la personne m'envoie un mail avec les 2-3 éléments et puis je ferai une réponse écrite et fiable et je mettrai l'UNPI en copie, bien sûr. Hein. N'hésitez pas. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, il n'y a plus de questions. Je n'ai plus de questions. Eh bien, il me reste Ah, tout le monde. attendez, si, il y a... Ah non, attendez, il y a un message. Un message. Non, alors la personne précise que c'était une simple question et que le litige n'était pas en cours par rapport à l'enfoncement de la cloison. Voilà. D'accord. Moi, je veux remercier Madame Tout-le-Monde pour la qualité de cette intervention et la clarté de l'exposé et des réponses. Merci. Vraiment, je pense que grâce à cela, nous pouvons véritablement répondre à ce que l'on appelle en général la crise du logement, c'est-à-dire la difficulté pour des personnes ayant des revenus modestes à trouver dans le parc privé des logements. Grâce à cette garantie visale, on règle ce problème et c'est une excellente chose. Et véritablement, nous continuerons à l'UNPI à vous soutenir dans votre combat et nous espérons qu'en contrepartie, vous nous soutiendrez également dans nos actions. Voilà, je donne rendez-vous à tous nos adhérents pour notre prochain webinaire et je peux d'ores et déjà annoncer que nous programmons l'Assemblée générale de l'UNPI Val-de-Loire pour le mois de septembre, probablement le 22 septembre, mais cela vous sera notifié en temps utile. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis, et je l'espère, à très bientôt en contact direct, car véritablement, cela nous manque. Au revoir, mes chers amis. Merci beaucoup.